Bonsoir, Dr Weiss. Bonsoir, Patrice. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Tout va bien, on continue. Dr Weiss, je vous montre un petit tableau très rapide. C'est le taux d'occupation des lits à Montréal, Laval, Montérégie. On voit que quand M. Legault dit que c'est serré, c'est à ça qu'il fait référence, là. On ne peut pas se permettre, et vous, à votre hôpital, comme dans les autres, dans la grande région de Montréal, de recevoir beaucoup plus de malades de la COVID, d'où ce report du déconfinement à Montréal d'une semaine. En réalité, il y a plusieurs points qui font que le déconfinement à Montréal doit être reporté. D'abord, il y a le fait que l'épidémie n'est pas maîtrisée dans les CHSLD, les centres de soins prolongés. L'épidémie n'est pas maîtrisée dans la communauté. Le nombre de cas continue d'augmenter. On sait qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qu'on teste parce qu'on ne teste pas tout le monde. Il y a eu un certain nombre d'hôpitaux qui ont été touchés par des éclosions importantes qui fait que ces hôpitaux-là sont, je vous dirais, difficilement capables de prendre des augmentations importantes de volume et surtout de revenir à une activité, entre guillemets, un peu plus normale où on va devoir revenir de toutes les façons. Et il y a aussi la capacité de tester qui doit augmenter de façon relativement rapidement. Puis le dernier point, c'est qu'on n'a toujours pas réglé au Québec notre problème d'accès à des équipements de protection personnelle, entre autres au niveau, par exemple, des masques. Et même si on reçoit des masques ici et là, c'est toujours un petit peu compliqué. Et là, on devrait aussi se poser la question, est-ce qu'on pourrait un jour fabriquer des masques au Québec ou dans d'autres provinces canadiennes pour pouvoir devenir plus indépendant par rapport à la fourniture à l'extérieur du pays. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui fait que on est dans une situation très fragilisée sur l'île de Montréal et même autour, la rive nord, la rive sud un petit peu, qui fait que c'est difficile actuellement de se lancer dans un déconfinement massif au cas où il y aurait une augmentation et une résurgence de cas. Parce que, réexpliquez-nous, qui dit déconfinement dit nouveau cas. C'est à peu près une certitude, là. Certainement. L'idée, je vous l'ai déjà dit, c'est que finalement, on accepte d'avoir un certain nombre de nouveaux cas pour essayer de tranquillement avoir, au lieu d'avoir 100 000 cas, on va dire, sur un mois, l'objectif, c'est peut-être d'en avoir 10 000, mais sur 10 mois. J'exagère un peu, c'est pour faire une image, mais l'objectif est d'avoir des nombres de cas en plus petite quantité sur une plus longue période de temps. Donc, c'est sûr que quand les enfants retournent à l'école, on ouvre plus de commerces, les gens sont plus dans la rue, et ainsi de suite, il y aura plus de contamination, mais si on est capable de gérer cette augmentation, cet afflux de nouveaux patients sans avoir un système qui est débordé et noyé, c'est gérable et faisable. Et c'est même bien jusqu'à un certain point. Par contre, à un moment donné, si la vague qui va foncer vers nous est beaucoup plus grosse que ce qu'on pensait avoir, et à cause de tout ce que je vous ai dit en termes d'équipement, de préparation, etc., ben là, on risque de se retrouver dans un autre problème. Et on verra dans 2 semaines, parce que c'est pas un absolu non plus. On pourrait devoir reporter tant que la situation n'est pas sous contrôle et tant qu'il n'y a pas vraiment une bonne marge dans les hôpitaux. Très bien. Alors, à suivre. J'ai quelques questions pour vous. Oui, allez-y. Un virus a habituellement tendance à perdre de sa virulence en mutant et en se transmettant de personne à personne, comme le H1N1 et le SRAS, par exemple. La COVID-19 pourrait-elle connaître le même sort, demande-t-on? Alors, en réalité, non, un virus en mutant ne va pas forcément devenir moins dangereux. Il peut même à l'occasion devenir plus dangereux, il peut devenir même plus résistant. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une espèce, on va apprivoiser le virus et le virus va apprivoiser l'espèce humaine. Donc, avec le temps, il va y avoir à un moment donné une espèce de, je vous dirais, de connaissance du virus de notre part et le virus va être peut-être moins virulent pour devenir encore, je dirais, plus facile à transmettre d'un individu à l'autre. Parce que, rappelez-vous, souvent, plus les virus sont faciles à se transmettre, comme le simple rhume, et moins ils sont dangereux. Plus ils sont difficiles à se transmettre, plus ils ont tendance à être dangereux pour une raison très simple. Un virus a besoin d'une machine, de nos cellules, pour se multiplier. S'il se mettait à tuer tout le monde, il commettrait un suicide. Il n'aurait plus personne à qui infecter et se multiplier. Donc, c'est une espèce d'équilibre. Donc, mutation ne veut pas forcément dire moins virulent ou plus virulent. Ça peut vouloir dire les deux, mais il n'y a pas de règle absolue. C'est ça. Il nous paralyse, pas à peu près, mais il ne peut pas nous tuer tout le monde parce qu'il n'aurait plus
lui-même n'existerait plus sans humain. Exactement, il faut un hôte au virus. Le virus, il faut savoir que pour se multiplier, si on prenait tous les virus, on les mettait sur une table et il ne se passait absolument rien, ils finiraient par mourir et donc ils finiraient leur vie, ils ne pourraient pas se répliquer, aller infecter d'autres personnes. Donc à un moment donné, il faut qu'ils trouvent des clients, entre guillemets, à infecter pour pouvoir se multiplier et ensuite pour pouvoir que cet individu-là puisse donner le virus à une autre personne. Alors, je passe à la question 3, docteur. Je suis âgé de plus de 70 ans et ma génération a reçu très peu de vaccins comparativement aux plus jeunes. Est-ce que ça pourrait être un facteur qui influence la gravité du virus chez les personnes plus âgées? Non. Alors, la première chose, c'est pas... Oui, c'est vrai qu'ils ont reçu peut-être un peu moins de vaccins, mais les gens qui ont 70 ans au Québec aujourd'hui ont quand même reçu relativement pas mal de vaccins, entre autres même dans les années 50, donc la polio, etc. Et donc, ça, c'est la première chose. Et puis, souvent, ces gens-là commencent à recevoir plus de vaccins contre les pneumonies à pneumocoque, contre le zona, etc. Mais il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir reçu moins de vaccins et d'être moins protégé, parce que les vaccins sont très souvent spécifiques à un microbe, une bactérie, un virus. Donc, si je vous donne un vaccin pour vous protéger contre l'influenza, ça ne vous protège pas contre le coronavirus et vice-versa. Si vous avez eu un vaccin contre la méningite, ça n'a pas vraiment d'impact pour le coronavirus. Donc, le fait d'avoir reçu beaucoup ou un peu de vaccins n'a pas vraiment de lien. C'est vraiment l'âge qui est, je dirais, le facteur marqué de la sévérité de la maladie. Et même si on est en forme, on en a souvent parlé ensemble, parce qu'on a eu beaucoup de courriels de gens qui se disent « Moi, je cours un marathon. L'autre, vous vous souvenez, c'est cet homme qui montait un volcan en Afrique, je ne sais pas trop, en Italie plutôt. » Oui, c'est ça. Même si on est en forme, on est plus à risque, plus on est âgé. Oui, tout simplement. C'est sûr que si vous êtes en forme et âgé, ben, tant mieux, vous avez peut-être moins de risques de mourir ou d'avoir des complications. Mais si vous avez 75 ans en super forme, peu importe la forme que vous êtes d'emblée plus à risque que quelqu'un qui en a 35 et en forme aussi. Alors, malheureusement, c'est la nature de la biologie humaine et du processus de vieillissement des cellules humaines. On n'y échappe pas. Deux très rapides questions. Si plusieurs membres d'une même famille sont infectés, est-ce qu'ils risquent de se surinfecter en se côtoyant au quotidien? Non, pas vraiment. Écoutez, ce qu'ils risquent de faire, c'est qu'ils vont se le transmettre l'un à l'autre, mais c'est pas parce qu'il y en a un qui est infecté, le deuxième est infecté. À ce moment-là, le troisième, il sera pas plus infecté parce qu'il y en a deux qui sont infectés. Il va tout simplement être en contact plus souvent avec le virus et s'il ne fait rien ou elle ne fait rien, ben c'est probablement encore tant mieux pour cette personne. Ça se peut qu'elle ait été infectée, qu'elle a développé des anticorps. On le saura au moment où on fera de la sérologie. Marguerite, 6 ans, vous demande. Ma maman me dit que le Purell ne lave pas les mains. C'est beaucoup mieux de l'eau et du savon pendant 20 secondes après la récréation pour enlever tous les microbes et la saleté. Est-ce vrai? Demande Marguerite. Bon, alors, la réponse, c'est qu'il faut toujours écouter sa maman. Donc, oui, en réalité, l'eau et le savon, c'est très, très bon. C'est quelque chose de très efficace. Mais le Purell aussi, ça marche. La seule chose, c'est quand on a accès à de l'eau et du savon, c'est mieux d'utiliser de l'eau et du savon. Mais quand on n'a pas accès à de l'eau et du savon, le Purell, c'est efficace. Et j'aime pas dire le Purell parce que ce sont des gels alcoolisés. Hein, c'est une marque de commerce. Oui. Quand on utilise des gels alcoolisés, là, donc, à ce moment-là, c'est efficace, mais c'est un remplacement à l'eau et au savon qui est facilement disponible quand on peut y avoir accès. Dr Weiss, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée.